Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Carl. Carl, en fait, on pourrait écrire un livre et en faire un film de l'histoire de sa vie. C'est super particulier, super intéressant. Je ne perdrai pas votre temps et le mien à vous expliquer. Je vais juste vous laisser aussi en vous disant que si vous likez la page Facebook, si vous laissez une revue si vous écoutez le podcast sur iTunes, laissez un commentaire puis un review. Là, ça permet justement de placer l'index de mon podcast dans une meilleure position là, sur la liste des podcasts dans iTunes. Et likez la page Facebook si ça vous intéresse de participer au podcast. N'hésitez pas à me contacter, particulièrement à travers la page Facebook. Sans plus tarder, je vous laisse avec Carl. Bonne écoute. Salut Carl. Bonjour Alex. Ça va bien? Oui, ça va, je te remercie. C'est moi qui te remercie de m'accorder ton temps. C'est ça, je vais commencer comme je commence avec tout le monde. Je suis curieux de savoir où tout ça a commencé, quels ont été tes premiers contacts avec soit les substances, la drogue, l'alcool. Je me souviens de première consommation aux alentours de 12 ans, si ma mémoire est bonne. Ça tourne autour du Carnaval de Québec. On sortait avec les petits copains. Puis dans la maison chez nous, l'alcool était quelque chose d'ouvert. Et j'ai été élevé chez ma tante. C'est ma cousine qui m'a préparé ma canne de jus d'orange vodka. 12 OK. ans. OK? Pour aller là. Fait qu'elle faisait un mélange. Elle était plus vieille ou plus jeune que Plus toi? vieille. OK. Mais sous l'approbation de ma tante, là, c'était correct. J'allais avec mes petits amis au C'était la carnaval, puis je partais avec ma petite canne. Elle mettait plus de jus d'orange que de vodka. Mais je veux dire, il y avait une ouverture par rapport à ça, parce que c'est une maison où j'ai été élevé, et chez mon père aussi, où l'alcool coulait à flot. Mon père était alcoolique, mon oncle était alcoolique. Les deux étaient des hommes infidèles. Fait qu'il y a tout un contexte autour de ça, d'hypocrisie. Puis moi, je suis déraciné de chez mon père. Je suis envoyé chez ma tante. On m'a pas vraiment demandé mon avis. Fait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Puis il y a beaucoup de non-dits. C'est un alcoolisme, j'allais dire sombre ou c'est un alcoolisme notoire? Tu sais, moi, dans ma famille, c'était quasiment des trophées d'être capable d'en prendre. Dans ton cas, à toi, est-ce que c'était... Oui, l'homme boit, Oui, puis OK. l'homme baise. OK. OK? Puis dans les valeurs qu'on m'a montrées, c'est que tu dois lever le coude haut et fréquemment, puis tu dois baiser fréquemment, longtemps. Qui est de la virilité, là, quasiment. Oui, il faut que tu montes tes prises, puis c'est important. Oui. Mon père, les conversations avec mon père allaient sur le nombre de trophées. Je veux dire, plus t'en baises, plus t'es un homme. Quelque chose comme ça. OK? Moi, je suis déraciné, je suis envoyé chez ma tante, c'est pas ma famille, ils sont gentils, c'est un milieu de vie peut-être plus confortable que celui de mon père, mais ça reste hypocrite. Puis moi, je comprends pas, je saisis pas bien mon appartenance à tout ça. C'est-tu l'alcoolisme qui cause le déracinement? En partie, bien sûr, oui. Oui. Ma mère aussi est une femme qui a été... sa mère, son père n'était pas là. Okay. Donc, sa mère, on s'imagine dans les années 40, les années 50, ma mère, elle est fils d'une femme qui n'a pas de mari. T'es une enfant de pute. Je veux dire. Elle a quand même étudié aux Ursulines, dans un collège privé, et souffrant de cet abandon-là, elle s'est développée, comme le font beaucoup les abandonnés, comme moi d'ailleurs, une espèce d'image publique de compétence, de grâce, de beauté, d'intelligence, où tout le monde voulait être comme elle. Un monde imaginaire aussi, un peu? Oui, puis une carapace aussi pour protéger le désordre créé par l'abandon, parce que l'abandon est une blessure d'une violence inouïe. Je ne voudrais pas comparer avec le viol ou d'autres choses, là, mais c'est une blessure immonde, profonde. Et la chose que tu fais quand tu es tout petit et que ça t'arrive, tu te crées une espèce de carapace pour montrer à l'extérieur que tout va bien. Et que tu es bulletproof, là, que tu es à l'épreuve de à peu près tout. Mais tu t'en rends même pas compte. Ce que j'ai lu par la suite là-dessus, c'est que l'ego prend le volant. Tu sais, quand tu as 4-5 ans, tu n'es pas conscient de ça. Mais l'ego prend le volant pour se protéger. Donc, il te protège toi et te fait cet effet-là. Fait que moi, je me souviens jeune, on me disait « Ah, le bon petit Carl. » Oui. Comprends-tu?
et que c'est un enfant agréable. Picture perfect. Là. Mais c'est pas ça que je suis, moi. Quand tu me vois pas, je sniffe du chloroforme avec mes amis à 15 ans, 14 ans, on fumait de l'opium. Je veux dire, Oui. mais à la maison, personne ne le sait. Je rentrais, j'allais chez mes chums, je rentrais, j'étais gelé, j'étais sous bord en bord, j'ai la misère de mettre la clé dans la porte pour rentrer. J'ai 13 ans. Avant que ça arrive, Carl, est-ce que tu te souviens que tu pleures, tu as de la peine? Non. Non? Non, pas du tout. Fait que cet instinct de survie-là, finalement, là, embarque systématiquement. Je ne pleure pas. J'étais un gars. Ouais. Pas pleurer. Ouais. Non, OK, mais oui. Non, c'est ça. Ça t'a été. Les faibles pleurent, ouais. les homosexuels pleurent, mais un vrai gars, ça ferme sa gueule. Puis si ça a besoin de quelque chose, ben tu le trouves dans la vodka, puis le gin, enfin, des choses comme ça là. Fait que de 12 ans, ça va très rapidement, là, ce que tu m'expliques. 1er juin à 13 ans, en camp d'été, j'ai aimé ça. J'étais insécure par rapport à ça. Mon frère fumait depuis longtemps. Puis quand j'allais visiter mon frère, on me disait promets-nous de ne pas aller fumer. Fait que j'allais chez mon frère, je m'assoyais, il fumait un joint, il m'offrait une puff, puis je disais non, j'ai promis, je ne fumerai pas. Puis là, il riait un peu de moi. Mais je rentrais, puis pas que je passais à l'inspection, mais je pouvais dire haut et fier non, je n'ai pas fumé. Ouais. Je fumais avec mes chums le vendredi puis le samedi, par exemple. Est-ce que ton frère était plus vieux? Mon frère avait 6 ans de plus que moi. OK. Oui. Donc, ça aussi, là, ça devait être, j'allais dire, presque inspirant, là, dans le sens que, en anglais, ils disent look up to. Est-ce que tu. Jusqu'à récemment, je regardais comme ça mon frère, bien sûr. OK. Bien sûr. Mais lui aussi a souffert différemment de cet abandon-là. Lui s'est enfermé dans sa chambre. Mon père est occupé. Fait de la politique, fourré, prendre un coup, puis travailler. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. C'est pour ça que la sœur de mon père est venue me chercher, ma tante, pour s'occuper de moi puis de m'élever. Lui, il s'est enfermé dans sa chambre, il a écouté Star Trek, il montait des radios transitables, c'est devenu un génie de l'informatique. Il a monté une compagnie, aujourd'hui on dirait une start-up. Il est devenu riche, il a vendu ça, puis il a pris sa retraite tôt. Mais il est toujours enfermé dans cette carapace-là. Et il a protégé, c'est ça, il a protégé, j'allais dire, ce qui restait là, d'émotivité avec cette carapace-là. Il est toujours pris avec ça. OK. Puis c'est pas une comparaison. Moi, je l'ai faite, lui, il l'a pas faite. Moi, mon cheminement m'a emmené ailleurs et m'a fait découvrir les fraternités. Puis moi, dans ce processus-là, dans lequel je suis depuis 29 ans, à un moment donné, j'ai touché à différents éléments. Puis à un moment donné, je suis devenu capable de toucher à cette facette de l'abandon, de comprendre ces carapaces-là. J'ai compris la carapace de ma mère. J'ai compris la mienne. J'ai compris la fausseté de mes relations homme-femme. Parce que si ma mère m'a abandonné, quelle femme va m'aimer? Il n'y en a pas. Mais là, je te ramène à 13 ans, à 13-14 ans. Donc, tu fumes ton premier joint. Tu me parlais après ça que les drogues un peu plus dures, ou en tout cas, tu te parlais d'opium à 15-16 ans. Comment ça avance pendant ce temps-là, comme à l'école, comme avec tes proches? Je suis fin. Je suis tellement gentil. J'allais dans un beau collège privé. Je coulais en maths, j'étais bon en français, j'étais bon en composition, mais je faisais plein de fautes d'orthographe. Mais j'étais tellement gentil. J'ai coulé mon latin, j'ai coulé mes mathématiques, j'ai coulé ma reprise de mathématiques. Normalement, je suis expulsé, puis je m'en irais à Polyvalente. Puis peut-être que mon oncle a fait un don généreux au gymnase, je ne le sais pas. Mais on m'a rappelé pendant l'été, quand j'étais au camp de vacances aux États-Unis, à Cape Cod, dans un endroit de luxe, pour me dire que si tu veux retourner au séminaire, ils te reprennent avec joie. Mais j'ai pas de raison d'être là. Comprends-tu? Je suis tellement gentil. Alors, fait que personne ne sait. Non. À part tes chums, là, mais le reste, là, l'autorité ne sait pas ça. Là. Non, absolument pas. Absolument pas. Je cache tout ça. Ça ne paraît pas. Puis plus j'avance là-dedans, avec les années, je veux dire, ça devient un mode de vie. Ça devient aussi mes outils de subsistance et de survivance. C'est-tu lourd à porter? La duplicité? Oui, bien forcément. Là, l'image du bon gars avec un côté... Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Oui. Oui, comme plusieurs d'entre nous dans la consommation. Absolument, comme ça. Absolument. Je suis très habile avec ça. Très, très habile. Mais si j'en parle à ma tante aujourd'hui, elle va me dire « J'avais tellement peur que tu meurs. J'avais tellement peur que le téléphone sonne pour me dire que tu t'étais fait plomber dans une ruelle ou dans une rixe avec de la mafia ou avec... Donc, est-ce que c'est parce que tu n'étais pas si bon que ça ou c'est parce que à un moment donné, le chupon a dépassé puis les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait? Non, mais ma tante, c'est véritablement ma mère. C'est elle qui m'a élevé.
OK, Fait donc que, c'est un senti, là. écoute, elle le devine, elle le sent, elle le voit. Puis quand je passe, j'ai beau faire le meilleur des comédies, elle va pas dire un seul mot. Mais Mais assez. elle va se rendre compte que je suis en train de la remplir de n'importe quoi. Comment ça va à l'école? Ah oui, tu me disais que ça allait bien, donc Non, ça OK, va bien dans les matières que j'aime, puis ça oui, va pas dans les matières que j'aime pas. Je suis rentré au cégep, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais étudier la photo à Toronto, c'est pas qu'on en manquait d'argent. Mais je me suis ramassé en aménagement d'intérieur au cégep Garneau à Sainte-Foy, c'était pas ça que je voulais. Euh, J'étais première classe pour la première fois de ma vie parce que j'aimais ça. oui. Fait que j'étais très bon. Quand je me suis rendu compte que c'était majoritairement un milieu gay, ben, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai tout jeté dehors, puis je suis parti de là parce que je me permettais pas d'imaginer que je pouvais passer une vie à travailler dans ce milieu-là. Point. Alors, je sais pas Parce que tu traînais avec toi dans ton sac cette espèce de virilité-là que tu as décrite tantôt, là. Oui, oui, qui est un héritage familial. C'est ça, On t'a exactement. montré que c'est ça. Puis je dirais que je souffre encore un peu de ça. Ou est-ce que mes blagues sont des blagues de mon oncle, un peu teintées de ce genre de choses-là? Mes enfants, aujourd'hui, se moquent de moi quand je fais ce genre de choses-là en disant, Oui, ben, franchement, tu absolument. Non, non, non. Puis, sais. il y a un contexte générationnel aussi là-dedans, là. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Mais il y a quand même plus qu'un fond, il y a une grande partie de ça qui fait partie de moi. J'ai été élevé avec ces valeurs-là. On me les a inculquées. On m'a montré ça comme modèle, l'infidélité. L'infidélité, c'est un modèle. On me l'a inculqué. Je veux dire, ça fait partie de ça. Puis je ne suis pas débarrassé de ça. Euh, je me suis débarrassé de la consommation alcool-drogue, mais je ne me suis pas débarrassé de l'infidélité. Je ne suis pas encore libéré de ce genre de Puis choses. c'est comme tout, comme tu expliquais tantôt, là, cette espèce de déconstruction-là que tu as retrouvée dans le mouvement. Il faut que tu attaques chacun de ces morceaux-là. Puis indépendamment de comment ils nuisent dans ta vie, ou peuvent te nuire dans ta vie, ben, tu vas accorder une priorité à déconstruire tel ou tel morceau. Tu parlais tu vas découdre, par exemple, tu parlais de quand tu traînes avec toi cette espèce d'héritage-là qui t'a été éduqué, montré, ben, après ça, tu décides, comme je dis, là, par priorité, qu'est-ce que tu vas découdre, qu'est-ce que tu vas déconstruire. Mais alors, avant de toucher à ces éléments-là, la première chose, c'est d'arrêter de consommer. Ah, absolument. Véritablement. OK? Puis je te dirais que tant que j'en ai pas pris la décision véridique au fond de moi, la première étape, de reconnaître que je suis incapable de faire quoi que ce soit par rapport à De ça, contrôler ça, c'est puis ça. que j'accepte que je suis impuissant vis-à-vis de ça. Puis le mot impuissance, pour moi, a toute une connotation sexuelle. Si je suis impuissant, je ne bande pas. Si je ne bande pas, qu'est-ce que je vaux? Enfin, je veux dire, Absolument, oui, oui. c'est pas réducteur. C'est véritablement ça dans mon esprit dans ce temps-là. Mhm. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années avant d'accepter le texte de la première étape à cause de ce mot-là. Parce que moi, non, mais toi, peut-être, tu peux être impuissant, mais pas moi. Moi, non. Wow. Comprends-tu? Ça m'a pris longtemps. On fait un intensive, un week-end là-dessus, puis on dit, ont-tu quelque chose? Puis moi, je voyais mon texte. Le seul mot que je ne lisais pas, que je ne voyais pas sur la page, c'était le mot impuissant. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Tout le monde éclate de rire. Je sais pourquoi vous riez. On dit, Carl, franchement, Incroyable, lâche. hein? Hein? Bon, alors là, c'est juste une question de bits durs, là. Je veux dire, Ah c'est oui. rien d'autre que ça. Quand tu finis le cégep, ou en tout cas tu quittes le cégep, tu décides de faire quoi à ce moment-là? Puis comment va ta consommation en général? Comment va ta vie? Euh, j'ai quitté le cégep de manière abrupte. Je me suis lancé en affaires. J'ai monté une agence de production de spectacles. Puis je me suis mis à faire des shows dans la ville de Québec, au Palais Montcalm, au Centre des congrès, puis à l'Institut canadien. Puis j'ai fait ça pendant une année et quelques. Qui est très compatible avec le rock and roll et la Ben consommation. oui, je vendais l'arrière de mes billets au bar à la mode. J'amenais les artistes après ça là-bas. Puis évidemment, ils payaient la première tournée de champagne. Moi, je payais le reste. Et puis tout le reste qui vient avec ça. Là, Absolument. je veux dire, j'ai perdu mon pucelage grâce à ça. Ah oui, J'étais un gars timide. oui. Comprends-tu? Fait que la consommation me rendait plus volubile, plus. Ah, puis il y a un prestige à être celui qui organise ces événements-là. Oui, la première fois, je suis allé présenter en avant. J'avais les mains dans les poches, j'étais paralysé. À un moment donné, j'allais en avant, puis je te jase de ça pendant 15 minutes, puis je me faisais arrêter sur la rue. J'avais à peine 18 ans. On me faisait dire, hey, j'aime ça ce que tu fais, passer à la TV, à Ça la aussi, c'est une radio. drogue.
Oui, bien sûr. Bien, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Mais il ne faut pas oublier que je suis un enfant rejeté. Fait que là, je me présente sur la scène, puis là, tu me vois sur la rue, puis tu me dis, ah, je trouve Je ça, t'ai reconnu. oui, je trouve ça donc extraordinaire ce que tu fais. Puis là, j'ai ma gratitude dont j'ai besoin pour me sentir apprécié et aimé. Oui. Puis là, puis là, je consomme, puis je consomme beaucoup, puis j'en ai. Fait que là, quand c'est moi qui tiens le sac, qui c'est qu'on vient voir? C'est moi. Écoute, Absolument. moi, j'aime ça, avoir le sac dans les mains, parce que les filles et les gars même, ils viennent Oui. tous vers moi. J'ai ma suite qui m'accompagne. Je veux dire, c'est particulier. Les DJ me font des cassettes, puis les doormen m'ouvrent la porte, puis les filles La se totale. chicanent pour avoir un peu de ma peau. Tu sais. Absolument. Puis moi, je trouve ça donc extraordinaire. Et qui plus est, tu dois penser que c'est ça la vie, là. Ben, longtemps. Pour moi, là, le summum, là, c'est d'enfourrer 3 à 5 dans une soirée. Ça, là, ça veut dire que je vaux vraiment la peine. Tu te rends compte de ce que je viens de dire là? Ça n'a Oui, oui, aucun oui. sens, là. C'est fou, là. Mais, Mais je mais, comprends. mais moi, quand je suis rendu à ma 5e, là, puis que le soleil se lève, là, je me dis, waouh, quelle nuit extraordinaire. I'm the man. J'ai réussi. Non, non, mais oui, absolument. C'est ça. Ça, c'est le nirvana. Après ça, tu peux Exactement. mourir. OK? Ça n'a pas de sens, là, ce que je viens de te dire là. Mais dans ce temps-là, c'est ça qui meuble mon esprit. Ben, en fait, c'était fondations à ce moment-là. Ben, c'est mon seul but dans la vie. Oui. C'est me rendre là. Comprends-tu? Fait que si pour ça, il faut que je te vende des montagnes de cocaïne, je ne vais pas hésiter à le faire. Puis s'il faut que je transporte des bales de marijuana dans mon station wagon, j'ai aucun problème avec ça. Puis s'il faut qu'on compacte des voitures avec du hashish libanais qu'on fait monter des États-Unis, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, parce qu'après, je pars avec mon gros sac de poudre, là, puis je m'en vais, puis je suis l'étoile. Et en plus, comme tu dis encore, c'est qu'il y a un prestige autour de ça, autour de tout ce que tu viens de décrire là. Oui. Dans ces entourages-là, si tu as les couilles de faire ça, il y a une valeur de mérite autour de ça. Oui, puis là, tu es dans un groupe de gens, puis là, tu es apprécié pour ça, puis on parle comment tu es Absolument. extraordinaire, puis que tu as déjoué la police, puis que notre affaire, puis Exactement. tu as réussi là où d'autres n'ont pas réussi, puis que tu as quintuplé le chef d'affaires dans ton année, puis toutes ces affaires-là. Ça m'a appris beaucoup. La gestion de l'employé, la gestion de flotte de véhicules, d'entreprise, de cash, de Ben maison, oui. de machinerie, de chimie, de toutes sortes de choses. Mais tout ça, c'est sur des bases qui sont instables. Et non seulement ça, souvent tu réalises que tu es un pantin là-dedans. Non, tu ne le réalises pas à ce moment-là. Non, 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 mais avec du recul, là. Tu es omnibulé par cette fausse gloire, si tu veux, qui a une date de péremption très courte. Okay? C'est Parce ça. que, surtout dans ces domaines-là, arrive vite le moment où la police est derrière toi. Tu te fais pincer. Bon, tu peux déjouer un certain temps, ça peut durer quelques années, n'est-ce La pas? perception de ta famille va comment pendant ce temps-là? Euh, Moi, je suis fier de passer chez mon père et d'y montrer mon nouveau char, ma nouvelle pitoune. Puis je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait approbateur de ce qu'il peut percevoir. Ah oui, malgré c'est comment qu'il t'a Ben, présenté un peu les critères de succès de la vie? ouais, mais je sais pas. Est-ce qu'il serait peut-être un peu jaloux? Est-ce que je fais pas exprès pour le provoquer, pour lui montrer, regarde, toi, où ce que tu n'as pas marché, moi, je suis meilleur que toi, Ouais. quelque chose comme ça. Puis regarde la pitoune avec ses talons hauts, puis les tâtons qui flottent dans les airs, puis tout, n'est-ce pas merveilleux? Tu baves pas un peu, mon vieux, là? Quelque chose comme ça. Je vais faire un burn en partant, juste t'écœurer un peu. Puis c'est Quelque ça. chose de même. Ouais. Tu sais, puis là, je t'arrive avec cette voiture-là cette semaine, puis 3 semaines après, je t'arrive avec un autre char, puis 3 semaines après, j'arrive avec un autre, puis je suis habillé, etc. Non, mais comme Ah, on. ben non, absolument. Tout à fait. Parce qu'évidemment, je veux dépasser mon père. Je veux en fourrer plus que lui. T'as ça comme objectif, Bon, mais bien sûr. conscient ou inconscient? Je pense pas que c'est conscient, mais c'est là. Mais t'es en mission. Non, non, mais mon ambition, c'est d'y dire. Ah oui, mais mon père, moi, je me souviens, plus jeune, il nous qualifiait, moi puis mon petit frère, vous êtes des voyous, OK. vous allez finir en prison. Vous allez mourir d'accident de char parce que vous ne savez pas conduire, vous êtes des abrutis. Il vous dit ça basé sur quoi, puis à quel moment? Et puis il se décrit lui-même, là. OK. Il projette sur nous. Mais moi, je ne le sais pas, j'absorbe ça. Mhm. Fait que mon petit frère est mort d'un accident d'auto, puis moi, je suis allé au pénitencier, Il est mort à quel âge? 22.
On n'est pas loin là, de quand tu fais tes productions. Ah non, ben non, c'est ça. Donc, c'est 2 ans Il y a 2 avant. ans, mon petit frère est 2 ans plus jeune que moi. Ah, ton Moi, petit j'ai frère. OK, 24. Moi, je oui. suis déjà ailleurs dans le monde parce que j'ai été obligé de quitter le Canada. Je suis poursuivi par les polices internationales, puis je vais aller me réfugier en Europe, puis aux Attends, là, États-Unis, Carl, puis faut dans que les faut que tu Caraïbes. recules, Puis... faut que tu rewind ma ouais. cassette. Tu fais de la production, de l'organisation d'événements. Je savais même pas qu'il y avait un petit frère là-dedans. Donc, ton petit frère a 2 ans de moins que toi. Lui, Ouais. il doit faire comme toi, tu faisais de ton grand frère 6 ans plus grand que toi, là. Non, C'est-à-dire, il te c'est, voit-tu comme un... lui, c'est un demi-frère. OK, C'est le fils de ma mère et de quelqu'un d'autre. OK, Un des hommes les plus riches au Canada. Ma mère était pitonne. OK, Vraiment. OK? Puis mon père, quand ma mère a quitté, elle s'est sauvée, ben, il a pris le petit, puis il l'a pitché en campagne dans une famille, il l'a mis en pension, il s'en est débarrassé. OK. Ça, tu parles de l'abandon, ça, c'est de l'abandon sauvage. Moi, j'étais dans la famille, Oui. la sœur de mon père qui m'a pris. Lui a été Parouetté, là, c'est ça. dompé chez des fermiers à la campagne. Wow. OK? Puis l'autre enfermé dans sa chambre. C'est pas un milieu sain, ça, là. C'est une drôle de photo de famille, mais est-ce que avais-tu un bon contact avec lui, le plus jeune, ou... Oui et non. Oui, parce qu'on avait cette douleur-là commune, Donc, vous serriez un peu les coudes, sans là? pouvoir la nommer. Mais moi, je me souviens de me chicaner avec lui à un moment donné puis de dire t'es même pas une mi-veine, toi. Je veux dire, t'es petit, t'es rond, t'as les cheveux foncés bouclés. Nous autres, on est tous grands minces avec les yeux clairs puis les cheveux clairs. D'où tu viens, toi? Bon, moi, j'ai 12 ans, il y en a 10. Oui, c'est ça. Quand j'y sers une affaire de même. Ça fait ça. Oui, oui. Puis moi, je me souviens aussi chez ma tante, ma cousine, qui a l'âge de mon frère, me dire t'es même pas de la famille, toi. T'as pas un mot à dire, ferme ta gueule. Tu sais, je veux dire, la Ah, monnaie de ben ma. non, absolument. Tu sais, Cette maladresse-là, de toute façon, surtout à cet âge-là, c'est classique, là. je veux bien, mais je l'ai pas oublié. Ah, Comprends-tu? Je l'ai absolument. pas oublié. J'ai pas oublié ça. Quand elle m'a dit, je me souviens, je pourrais te décrire la pièce dans laquelle elle m'a dit ça. Comme, en fait, Carl, comme la culpabilité de l'avoir dit toi-même, probablement, que tu peux pas oublier. Oui, puis je me souviens exactement dans quelle pièce et dans quel contexte. Mhm. Puis on s'était chicané, il m'avait lancé un couteau. Papa, il m'a lancé un couteau. Une affaire la même. Ben oui. Mais oui, mais tout ce désordre-là qui a été légué par des parents qui ne savent pas mieux. Moi, C'est de l'incompétence, là. ben, moi, écoute, je voudrais être capable de dire que j'en veux pas à mes parents. C'est peut-être un peu au-delà de mes forces, là. Je voudrais ne pas en vouloir à mes parents. J'ai verbalement pardonné à l'un et à l'autre en étant conscient qu'ils avaient une boîte à outils pratiquement vide avec des outils rouillés dedans. Oui. OK? Maintenant, j'ai lu en prison en Jamaïque, parce que je suis passé aussi par là. J'ai fait de la prison en Jamaïque, J'ai hâte d'y arriver. aux États-Unis, en République dominicaine, au Canada, quand même. Puis en Jamaïque, c'est la cage au lion. Hein? Oh, ça doit être, Écoute. ça doit être chic. Non, ici, on est bien. Hein? J'en ai tellement aucun doute, Non, mais absolument. là-bas, là, quand ils m'ont amené là, je t'assure, je mourrais là. Et le livre que j'ai lu, je ne sais pas pour quelle raison, ma tante m'avait envoyé ça, puis c'est le livre que mon épouse m'avait amené pour lire là, Les enfants du Verseau. OK. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà lu ça ou tu as déjà entendu ça. Les enfants du Verseau. C'est un truc de psychopop, là, 1970-80, là, l'affaire de même, là, qui, en résumé, explique ceci: dans le changement de décan dans le ciel, n'est-ce pas? Nous, ces enfants-là, les enfants de l'ère du Verseau, nous, toi, moi, OK, on est responsable du changement dans nos sociétés sur la planète Terre. On doit faire évoluer les choses. C'est pour ça que tu fais des podcasts. OK. Puis c'est pour ça que moi, je fais ce que je fais comme je le fais. Puis que je vais intervenir dans des contrées comme l'Afrique pour assister les sociétés dans un changement. Et c'est pour ça que je me suis assis avec mon père à un temps opportun, après la prison ici. Je me suis assis avec lui. Je suis allé au psychologue, essayer de comprendre ma relation fausse ou bonne avec mon père. Le psychologue n'a pas été capable de m'aider bien gros. Mais je me suis assis avec lui et j'ai dit: Papa, tu as assassiné mon frère, puis tu m'as envoyé en prison. Moi, j'ai fait ça pour te plaire. Quand j'étais au pénitencier ici, tu n'es jamais venu me voir. Tu venais à Montréal, puis tu ne venais pas me voir à Laval dans le temps de Noël. Ton fils,
Tu disais, tu serais bien mieux tout nu dans une mine au Labrador que de me faire chier. Tu dis ça à ton fils qui est en dedans, franchement. Je veux dire, quelle réjection perpétuelle. Comprends-tu? La profondeur de la douleur. Ben oui. Fait que la consommation par-dessus ça, là, quelle anesthésie qui fait du bien. En plus, tu baisses. Non, mais... Comment ça se met à dégringoler justement là, tu sais, après ton aventure comme gestionnaire d'événements, après tout ça, parce que là, t'arrives pas loin où est-ce que ton frère va décéder là, là-dedans? Je ne suis pas un très bon administrateur. Alors, j'ai bien du plaisir à faire ça, mais je ne sais pas gérer un budget. Puis j'arrive après 1 an et demi avec des déficits accumulés, puis il a fallu que j'arrête cela. Mon oncle m'a dit, amène-moi ta comptabilité. J'ai amené une boîte avec des factures dedans. Puis il dit, c'est ça. Il dit, oui. Il dit, je vais m'en charger. Je n'ai jamais entendu parler. OK. Donc, c'est arrêté là. Là, je me suis trouvé une job. Je suis devenu garçon de café, serveur dans des restaurants. J'ai fait de la salle à manger avec les flambés, puis le service au guéridon, puis tout. Je faisais bien ça. C'était un métier qui me plaisait beaucoup. Puis je faisais un bon fric, mais j'ai toujours un problème de consommation. Et à travers ça, j'ai été recruté par une organisation qui m'ont dit, toi, on a besoin de quelqu'un comme toi. Ici, nous autres, on est international, on fait ceci, on fait cela. Puis on voudrait... Puis t'es un gars, tu sais, dans le sens qu'ils savent déjà que t'as des bases, là, que t'es capable de faire des choses que... Ils savent surtout que tu es fragile. Oui, et vulnérable. Puis qu'on est capable de t'envelopper pour te donner la confiance en toi pour que tu puisses amener leur plan à exécution. Absolument. OK? Puis eux, ils t'offrent en retour, évidemment de l'argent, c'est un nombre d'un autre, mais un fellowship, okay? Une camaraderie. Puis effectivement, j'allais à Toronto, à Edmonton, à Rouyn-Noranda, à San Francisco, à Miami, à Boston, à Halifax, puis je faisais partie d'une fraternité. Puis j'ai intégré ça, j'ai commencé comme garçon de course, puis après 1 an et demi, je dirigeais les opérations pour l'Est du Canada. Importation, entreposage, réemballage, préparation, gestion des comptes, tout ça, ça m'a appris les bases de mon métier d'importateur-exportateur. Étais-tu... Quand même, hein? Oui, oui, quelle belle école! Absolument. Et est-ce que tu étais meilleur gestionnaire dans ce rôle-là que tu l'avais été comme showbizman? Oui, oui. Puis surtout qu'il y avait un flux ininterrompu d'argent qui rentre. Dans l'autre cas, c'était un peu plus compliqué. Oui. Tandis que là, il fallait gérer le flux rentrant et le flux sortant. C'est ça, tu peux pas te geler assez pour générer des pertes quasiment, là. Ah non, non, non. Ah non, pas du tout. Pas la quantité qui passait. C'est ça. Oh, non, non, non. Ma meilleure année, j'ai compté avec mes doigts 5 millions de dollars US. On parle 1983. Ça fait beaucoup de millions aujourd'hui, là. Absolument. OK? Avec mes doigts. C'est du comptage. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas pour se vanter, là. Non, non, non. C'est que je suis dans un monde dans lequel je me sens valorisé. Je suis rentré comme garçon de course, puis là, je dirige. On te donne des promotions, là? Ah, je dirige. Mon patron, quand je me suis installé à Montréal, il m'a donné les clés, son carnet de nom, de numéro de téléphone, puis il dit, je m'en vais aux États-Unis, je reviens dans 10 jours. Il est parti 3 mois. Puis j'ai travaillé jour, nuit, semaine et fin de semaine. Quand il est revenu, j'avais le contrôle, j'avais augmenté, j'avais amélioré, j'avais changé les flux, j'avais sécurisé, j'avais mis les outils nécessaires pour améliorer les communications, j'avais mis des lignes directrices claires, j'avais mis du monde à la porte, j'avais engagé d'autres personnes où c'était nécessaire pour avoir une organisation propre et fonctionnelle. Quand je suis rentré là, j'étais le seul qui avait les cheveux courts et qui portait un veston et une cravate. Ben, moi, si j'allais quelque part, moi, quand les gens regardaient ce qui était en train de se passer, ils ne me voyaient pas passer. Mm-hmm. Ils regardaient les autres, là, ils les cheveux longs avec les tatous. Là, absolument. Mais pas moi. Puis au point où les cheveux longs, le tatou, on disait, mon boss, il n'est pas un peu pédé, ton gars. Il a dit, moi, je te crème à blonde. Et donc, comment cette fois-là, on était dans un party, j'étais dans la cuisine avec toutes les filles pendant que les gars étaient en train de se jeter dans le salon. Ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, non, t'assois avec nous autres. Et est-ce que tu l'as dit toi-même, tu as utilisé le mot fraternité parce qu'évidemment, tu devais rechercher ça. Tu devais rechercher cette espèce de camaraderie familiale. Absolument, presque. Absolument. Puis là, je ne ferais pas le rapport, mais on était des groupes de motards, d'Italiens, d'Irlandais, de Grecs, de Juifs.
tout le monde m'appréciait. Puis je me souviens même, les Irlandais ils ont envoyé par personne interposée, viendrais-tu travailler pour nous? Je dis non, je ne peux pas travailler pour toi, je travaille pour l'autre. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas faire ça. Tu sais, j'avais cette espèce de fidélité-là. Mais forcément, mais ça devait t'habiter, ça aussi, là, tu sais. Absolument, absolument. On m'a fait confiance, puis j'étais redevable, je crois, C'est ça. de ça. Mais c'est des valeurs que moi j'ai, parce que je n'avais pas que des valeurs qui n'avaient pas de bon sens. Là. Non, puis cette redevance-là, là, ça devait être presque à la vie à la mort, là, dans le sens que ces gens-là ne t'avaient pas abandonné, te gardaient dans leur entourage. Ton allégeance devait être... Complète. Exactement. Complète. Puis, ça venait avec une école, une éducation. On t'apprenait comment faire lors de l'interrogatoire policier. Voici ce que tu fais, comment te comporter. Puis tu as des vieux sages là-dedans. Tu as des gens qui, même aujourd'hui, ça devait être des conversations extrêmement riches de tout, même de sagesse à la limite, là, même s'ils frayent avec... Oui, c'est un restant de hippieisme, si on veut. C'est une sagesse de rue, là, mais moi, cette sagesse-là, c'est une sagesse qui m'a toujours bien intrigué, que j'ai toujours trouvé... Et je te dirais qu'elle me sert encore aujourd'hui dans le milieu des affaires. Absolument. J'ai ce côté un peu wise, là, qui me permet de voir puis de comprendre. Puis quand je travaille sur mes mandats à l'international, sur l'assistance au développement du commerce, je suis capable d'avoir un langage qui se rapproche de mes producteurs dans les différents pays parce que je suis plus proche d'eux, parce que je suis capable de comprendre. Mais ça allume un acumen aussi. Ça allume un sixième sens ou un acumen à ces choses-là. Tu sais, encore aujourd'hui, si je voyage, j'ai j'oserais appeler ça un sixième sens. Là, je vois des choses que probablement le commun des mortels voit que pas. La majorité ne voit pas. Le regard sur l'environnement, comme un policier. Exactement. Absolument. Fait que, tu sais, la rue fraye de monde. Moi, je me promène sur le trottoir, je vais au restaurant, je roule en voiture, puis je te dirais que j'ai le regard périphérique comme ça. Je vois ce qui m'entoure. Mm-hmm. Puis je le ressens. Je te dis pas que je suis... je vois tout, c'est pas ça que je te dis. Non. Mais je suis conscient de mon environnement, où que je me trouve. Absolument. Puis moi, aujourd'hui, tu parlais de où est-ce que toi, où est-ce que toi, ça rapporte. Moi, c'est avec ma famille. Tu sais, si je sors maintenant avec ma famille, là, je vais voir, je vais dire lui, ça fait 5 minutes. Là. Ça fait 5 minutes qu'il nous regarde. Il fait semblant de boire un café. Tu sais, on dirait qu'il s'en va, puis il revient. Puis il s'en va pas, puis il revient. Ça fait 5 minutes qu'il nous spot. Tu sais. Puis là, ma blonde, voyons comment tu fais. Ouais. Nous autres, on va bouger. Tu sais, fait que ça développe un acumen, ça développe une espèce de c'est ça, un sens de ces choses-là. Tu te promènes dans l'aéroport, tu vois comment ils réagissent, ou tu vois les trous dans la sécurité. Des fois, tu vois ça. Absolument. Je me souviens, dans un pays d'Afrique comme ça, je suis assis, l'aéroport a obtenu ses notions de sécurité avec les États-Unis. Puis je regarde ça aller. Je suis arrivé quelques heures trop tôt. Je suis assis, puis j'ai rien d'autre à faire à attendre, puis d'observer. Puis là, je vois ça passer, là. Je me dis, pas de sécurité là. Le gars, il vient de passer, là. Il n'a pas montré de papier, il n'a rien fait, il est comme ça. Exactement. Il n'a pas montré son sac, il n'a pas passé dans la machine, rien du tout. Puis il y a la caméra au plafond, puis il est rendu là, puis c'est un aéroport sécurisé par les Américains. Approuvé là, pour sa sécurité. Ben oui, exactement. Voyons donc. Mais là, tu vas aller compter ça à qui? Non. Puis c'est ça. Souvent aussi, tu passes quasiment pour fou. Comment ça s'agrandit, tout ça? Tu me disais là, que tu occupais des postes quand même de prestige là, dans le contexte de cette organisation-là. Ça va déboucher à quoi, tout ça? À un moment donné, au sein de l'organisation, ils ont fait une entente avec la production libanaise. C'est dans le temps où la guerre entre les chrétiens et les musulmans, là-bas. Oui. Puis nous autres, on a une fourniture qui vient avec l'Armée chrétienne de libération, n'est-ce pas? Puis ils veulent faire venir du matériel ici au pays, au Canada. Puis ils expliquent comment ils font ça. Puis moi, je suis jeune. Fait que je leur dis, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut le faire vide une fois, 2 fois. Puis la 3e fois, on rentre avec ça dedans. Mais pas la première. Fait que là, il dit non, ça m'a... Puis je connais pas ça, là. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un professionnel dans le domaine. Oui. Aujourd'hui, je te dirais que j'avais vraiment raison. OK? Oui. Fait qu'ils l'ont fait une fois. Puis maintenant, je sais comment ça fonctionne dans les systèmes. Évidemment, ça apparaît rouge. Et ce produit-là, ces produits alimentaires-là, qui viennent du Liban à Montréal pour la première fois,
Euh, c'est pas normal. C'est un red flag automatique. C'est sûr et certain. Dans une autre organisation, plus tard, il m'avait dit oui, comment on devrait procéder. Ben, ça vient du Pakistan. J'ai dit, tu prends un importateur de produits textiles du Pakistan qui fait ça depuis 30 ans, puis tu prends son nom, tu fais tout ce que tu changes, c'est ton transitaire. Puis ça va passer. Mais pas la première fois, la deuxième. Tu achètes un container de tissu, tu peux le jeter, tu peux le vendre, tu peux le donner à ta mère, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu t'en fous, que ça vaut combien? Ça vaut 20 000 $, on s'en fout. Puis ton deuxième, tu le laisses passer, puis le troisième, tu passes. Tu sais, j'avais ça, puis j'avais expliqué ça. Puis ils m'ont dit, tais-toi donc, toi, tu connais rien là-dedans. Évidemment, ils sont fait arrêter, ils sont fait saisir tout ça. Mais là, on a fallu, tout le monde est parti. Là, tu es habitué de rouler, toi, avec tes employés, avec le cash qui rentre toutes les semaines. Un régime de vie incroyable. Oui, puis là, du jour au lendemain, tu es en cavale, tu es au motel aux États-Unis, puis... Parce qu'on vous cherche. Oui. Oui. Et donc, est-ce que tu savais que tu étais déjà fiché ou tagué à ce moment-là, ou on t'apprend presque que tu... J'ai un mandat international à mon nom, là, puis j'ai intérêt à disparaître des circuits, puis ne pas apparaître. Je me souviens d'être dans un bar dans le sud de l'Espagne. Je suis arrivé dans l'après-midi en avion, puis j'ai loué une auto, puis je suis dans le bar là-bas, dans un centre de contrebande dans le sud de l'Espagne, puis je rentre dans le bar, je m'assois là, j'ai même pas le temps de commander ma bière, il y a quelqu'un qui rentre, qui me prend en photo, puis qui sort en courant. Si c'était pas tagué là. Wow. Pour qu'on vienne faire ça, à ce moment-là, ça fait 4 heures que tu as atterri. Là, tu es fiché que tu étais là. Ça m'est arrivé plus tôt à Québec quand j'étais plus jeune. Même genre de situation, on rentre dans le bar, prend en photo, l'autre bord du bar, sort en courant. Là. Tagué. Oui. Tagué, c'est clair. Comprends-tu? C'est dans le dossier. Il a été vu cette journée-là avec un tel assis au bar. Voici la photo. Fait que tu avais eu déjà tes premiers contacts avec la loi auparavant. Ah oui, ils m'ont poursuivi. J'avais des scanners dans l'auto. Je les écoutais. Je les amenais dans une ruelle avec un cul-de-sac. Puis là, je virais de bord. Puis je me mettais face à eux autres. Je sortais de l'auto. Puis je les pointais du doigt. Je disais, je t'ai vu. Tu peux rentrer chez vous. Non, je veux dire, c'était un jeu de chat et de souris, là. OK. Et donc, dans cette cavale-là, ça se passe comment? Ta consommation va comment? C'était forcément... Là, tu n'as plus les moyens de payer ta consommation. Oui. Ça va pas bien, là. Tu es habitué d'avoir ton sac dans ta poche, là, que tu ne comptes pas, tu as juste à le prendre dans l'armoire. Là, tu peux plus. Là, tu as un problème. Là, le problème commence. Fait que tu t'évaluerais que le début de la chute commence dans ces moments-là? Le 9 février 1984. C'est le début de la fin ou c'est la fin? Non, c'est le début de la partie... Moins le fun. Pas le fun. OK. Qu'est-ce qui se passe le 9 février 84? Ils ont fait une descente dans un garage près du port de Montréal. Il y avait un container qui était là, puis dans le fond du container, il y avait plusieurs tonnes de hashish libanais. OK. Puis il y a une photo de moi devant le bateau, l'ambassadeur, au port de Montréal. Je veux dire, je suis le récipiendaire de ça. C'est moi. OK. Fait que quand ils sont venus, je l'ai su. On était avisés d'avance. La nuit avant, on est tous partis pendant la nuit. Disparu. Oui, mais là, tu pars avec l'argent qui est dans le coffre puis tu t'en vas. Mais c'est pas mon argent, c'est l'argent de mon boss. Oui. Il faut que je le remette à mon boss. Puis après ça, il te redonne un petit quelque chose. Après ça, on va aller se cacher. On verra. Après ça, il faut que tu te refasses. Puis là, ça commence à être compliqué parce que tu as un problème de consommation grave. Puis c'est là où ça marche plus. Ça marche plus. Puis là, en plus, mon épouse est enceinte, elle a un bébé qui vient, puis tout ça en même temps. C'est la catastrophe qui commence. Comment tu gères ça? Je bois. OK. Mais comment tu fais pour trouver les revenus? Comment tu... Oh ben là, je suis un homme débrouillard, moi, je me débrouille. Bien sûr, je trouve des sources, puis à un moment donné, ils sont tenus un peu de me voir traîner en rond en Europe. Ils me disent, on t'envoie dans les Caraïbes, on t'envoie avec un billet d'aller simple, on t'envoie là-bas, quelqu'un qui va t'accueillir, débrouille-toi, tu as 30 jours. Dans 30 jours, je t'envoie ton épouse puis ton petit, arrange-toi tes trucs. Ben, 30 jours après, j'étais installé, j'avais ma résidence, ma villa, puis j'avais des équipes qui faisaient des allers-retours entre Montréal puis cette île-là. Puis je faisais les revenus. OK.
Puis on a grossi, puis après ça, j'ai fait venir un spécialiste, puis là, on faisait d'autres types de produits sur d'autres routes, puis j'ai construit les routes. Puis ça a fonctionné un temps, jusqu'à ce que la police secrète de l'île en question vienne chez nous au petit matin pour dire viens-t'en, toi. Ils n'ont rien trouvé chez nous, là. Il n'y a rien. Là. Il n'y a pas de somme d'argent faramineuse, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de paraphernalia, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de dope, il n'y a rien. Mais la police secrète, ils te prennent, puis ils Tu nuis au PIB. C'est ça, ils t'enferment dans le garde-robe. Puis ils disent, toi, tu ne bouges pas de là. Puis ça a pris, c'est une rançon. Ils ont rançonné mes patrons. Les patrons ont payé. Là, tu te fais crisser dehors. Puis j'ai dit, t'as un problème de boisson, t'as un problème de consommation, t'as un problème de vie, t'as plein de problèmes, mais t'es pas conscient que t'as un problème. T'as-tu réussi à faire face à la loi, tu sais, dans le sens que... C'est pas une loi, là. Non, dans ce contexte-là, mais je parle, tu sais, si tu me disais que les autorités canadiennes te cherchaient. Ils n'étaient pas au courant, ils m'ont menacé. Là-bas, ils m'ont dit, on va te retourner au Canada. J'ai dit non, mais tout, mais pas ça, quand même. Évidemment. Parce qu'au Canada, la sentence semblait plutôt lourde. Ouais, c'est ça, il avait hâte de te voir, là. Ouais. La recherche n'était pas très, très active, là, mais mettons que le téléphone était ouvert. Oui. Bon, ça a duré... je suis allé me cacher après ça aux États-Unis sous une fausse identité. Puis j'ai essayé d'être le plus discret possible, mais je fais partie d'une fraternité. J'ai quelques amis. Puis. T'es dicté de toute façon. Là, il y a un de ces amis-là qui s'est fait ramasser dans d'autres choses, puis qui a dit regarde, je peux tout échanger ma paix et ma tranquillité contre Carl. Fait qu'ils ont dit oh, t'es-tu sérieux? Carl va mener à François. Oh, ça serait le fun. Où est-ce qu'il est? Ben, il se marie tel jour de la date tout à l'heure. À Boston. Dans le North End. C'est sûr qu'il va être là ce soir-là. Ça fait une belle noce, ça. Ça, pauvre chérie. Pauvre chérie, oui, ça fait une crise de belle noce. Là, ça, c'est... Mais écoute, si c'était tout simple de même, ça c'est une date facile, celle-là. Tu veux savoir ce qu'il va être? Je te garantis qu'il va être là. Ah oui, puis non, mais non seulement ça, lui, il était là aussi. Il était assis à ma table en face de moi. Puis je me souviens d'être assis là, puis j'ai eu une intuition. Je regardais la porte de secours, là, puis dans ma tête, ça disait « Sors, décalisse, là. » Mon erreur, ça a été de dire à ma nouvelle et tendre épouse « Je pense que je vais sortir, puis je vais revenir dans quelques minutes. » C'est une Italienne. Elle m'a attrapé avec ses griffes, puis elle m'a dit « Toi, tu ne bouges pas d'ici. » Ça a pris 2 minutes. Ils sont rentrés avec les fusils mitrailleurs, les gilets pare-balles, les shérifs, le FBI, l'ADA, tout le kit au complet. Là. Je serais sorti. C'est fou, hein? Ça n'aurait pas amélioré les choses. Là. Non, clairement. Mais je serais sorti. Par la ruelle. Zoom, juste avant qu'il rentre. Imagines-tu? Scène de film. On commence-tu à être dans les... Ça achève-tu? Tu sais, dans le sens, tu sais, pour toi... Ah, non? OK. Non. Fait que là, il t'arrête. Tu fais-tu du temps là-bas? Oui, le temps que mon avocat négocie ici puis que je puisse signer mon extradition, parce que je suis revenu de manière volontaire au Canada. OK. Lui a fait un deal avec la couronne. Je parle pas, je réponds à aucune question. Je plaide coupable, puis on me donne 5 ans et demi. 5 ans et demi, dans ce temps-là, si tu te comportes bien, tu fais un maximum 1 an et demi. 1 an et demi. Non, ça ici, 3 repas chauds. Dans le confort de... Une vidéo de cul dimanche, le jeudi soir. C'est le fun. Les gars sont tranquilles le vendredi matin. Et puis, squash, piscine, gym, bibliothèque. Puis je trouve des jobs. Je suis le commis aux achats de la cuisine. Tu sais, j'ai un bureau. Puis, commis pour la bibliothèque. J'ai un bureau. Je fais des consultations privées. J'ai compris comment fonctionne la gestion des sentences. Puis je vends mes services contre des cartons de cigarettes. Amène-moi ton dossier. Ça, je vais faire ça. Puis je vais analyser ton dossier. Puis je vais t'expliquer quelle est ta stratégie vis-à-vis de tes agents de libération. Un médiateur. Dans mon bureau à la bibliothèque. Puis ma patronne qui dit « C'est qui ce monde-là? » Ben, ils viennent pour faire des commandes de magazines. C'est bien long. Mais c'est comme ça. On parle. Est-ce que cette fraternité-là te veut encore dans ses rangs ou ça commence à s'effriter? Non. D'ailleurs, ça m'a protégé à l'intérieur. OK. Malgré que je me rapprochais de personne, je voulais vraiment être pas catalogué, ni italien, ni biker, ni rien du tout.
Mais j'ai un moment difficile. Je suis allé voir mes amis bikers, puis j'ai dit j'ai un petit souci. Ils ont dit on va t'arranger ça. On m'a arrangé ça. Tu sais, on se partageait, à une autre époque, on se partageait des bandes dessinées européennes ensemble. Tu sais, je veux dire, on avait Oui. des affinités, là, de la belle bande dessinée. Oui. Euh, alors, puis après ça, quand tu ressors, tu as toujours ton problème de consommation. Oui, parce que, tu sais, C'est pas réglé, là. c'est une illusion de croire, là, tu sais, puis je le sais et c'est su, mais c'est peut-être pas su de tous, mais il y en a plus en dedans qu'en dehors, là. Moi, je dirais pas ça. J'ai été toujours certaines duplications, mais j'ai été très. J'ai pas été un ardent consommateur à l'intérieur. Au contraire, je me suis tenu le plus loin possible de tout ça. C'est un reality check, là, quand tu finis, mettons, puis qu'il ferme la porte derrière toi, tu sais, y a-tu... il commence-tu à y avoir des moments où ce que tu dis, ça n'a aucun crise de bon Non, sens? Non? non. OK. On n'y est pas encore, là. Non, parce que c'est les règles du jeu. Oui. Quand tu as accepté à jouer à ça, là, ça vient avec. Oui, puis c'est d'autres badges of honor, là. Absolument. Si tu as fait du temps, Ferme c'est ta un gueule, autre fais badge. ton temps, puis tu ressortiras. Puis quand je suis ressorti, on est venu me voir. On me dit, écoute, on a de l'ouvrage pour toi. J'ai dit, pas maintenant. Bon, j'ai fait un petit peu quand même, là, mais discrètement. Mais non, je veux pas. Les Irlandais sont venus me chercher en disant, hey, on a besoin de toi. J'ai dit, mais je viens de sortir, je suis en conditionnel. On va pas aller me mettre dans une place à côté de toi, je vais être pris en photo. Je vais repartir tout de suite. Ou ils vont me laisser aller assez pour pouvoir t'arrêter toi. Je veux pas faire ça, puis je veux pas te faire ça. Fait que t'es gentil, mais non. Ils ont dit, tu veux-tu un peu d'argent pour meubler ton appartement? Mais bien sûr, donne. Hein? On m'a aidé. On m'a payé mes 6 premiers mois de loyer. On m'a meublé des affaires de même. C'était correct. Puis mais au début, j'ai eu de la misère à trouver une job. Je trouvais une job. Le Vice Squad de Montréal venait au restaurant mon 3e soir, puis il allait voir mon patron pour dire, tu sais que t'es engagé. Il me faisait crisser dehors, on the spot. C'est clair. 3 fois de suite. Au point où je suis allé voir les agents qui m'avaient ramené des États-Unis, puis j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Là. Je sais ce que tu veux, là. Tu veux que je retourne pour pouvoir me suivre. Je peux-tu travailler? On n'est pas au courant. J'ai dit, je sais que tu n'es pas au courant, mais que tu es au courant. Fais juste donc faire le téléphone qu'il faut que tu fasses, là, pour que je puisse avoir la paix. Pour essayer, parce que là, toi, tu vas essayer de remettre ta vie en ordre, là. Je veux prétendre. OK. Que je veux mettre ma vie en ordre. Je ne suis pas rendu là parce que je ne suis pas conscient que j'ai un problème. Tu t'es donné un échéancier où est-ce que tu vas jouer le sage pour retourner dans le marché ou tu... C'est pas clair comme ça. OK. C'est pas clair comme ça. Mais je sais qu'il faut que je me tienne à carreau. Il faut que je survive une certaine période. T'as-tu eu peur là-dedans? J'ai failli mourir plusieurs fois. Non, je sais, mais tu sais, moi, souvent, je parle de mon parcours où j'ai été habité par la peur souvent. Puis elle m'a probablement sauvé la vie, là, souvent. Je pense pas. Non? Je pense que j'ai toujours un courage incroyable. Dangereux même? Toi, tu trouverais peut-être ça dangereux. Moi, je calculais mes odds différemment, puis j'étais confiant dans les cartes que j'avais dans les mains. OK. On m'en-tu? Mais oui. Je veux dire, c'est un jeu, là. Puis tu ne gagnes pas aussi souvent que tu penses que tu vas gagner. Combien de temps ça dure, ça, cette sagesse-là, à ta sortie? Sagesse, c'est un mot qui ne correspond pas, là. Oui. Mais c'est ça, je faisais des guillemets dans les airs, mais on les voit pas. Ça dure quelques années parce que je dois être irréprochable pendant beaucoup d'années pour pouvoir obtenir mon pardon. OK. Puis mon but, c'est d'exponger ce dossier-là qui disparaisse. Je n'ai plus ce dossier-là aujourd'hui. J'ai même reçu, il y a 2 mois, mon waiver pour aller aux États-Unis. Écoute, je suis sorti de là en 89. Fais le calcul. 30 ans. Ouais, je viens d'avoir mon waiver le mois dernier pour aller aux États-Unis. Wow. Mm-hmm. Et je ne suis pas encore allé. Non, puis je veux dire, tu devais avoir fait presque une croix là-dessus, là. Je dis, when time is due. Oui, non, for sure. Right. Ouais, mais tu sais, dans le contexte actuel. Là, je me promets d'aller manger un hamburger à Plattsburgh ou je sais pas quoi. Là. Aller manger un sandwich au pastrami chez Katz à New York. J'irai pas jusque-là. Je ferai une petite sortie. Tu sais, je ferai genre le tour du lac Memphremagog par le Vermont. Là, oui. Un affaire dans ça aussi, c'est beau. C'est juste cette petite boucle-là, juste pour rentrer. Parce que je suis sûr qu'à ma première rentrée, ça va être long.
Ça se pourrait, oui. Non, ça va être long. Ça Tu va peux-tu te parker là, s'il te plaît? Oui, puis là, je vais avoir droit à toute la série de questions, puis ça va durer des heures. Fait- Et il faut que je sois souriant, calme, Absolument. posé, que je dise que la vérité. Patient. Oui. Oui. Yes, sir. Que- I understand, officer. Exactly. You're right, officer. Exactly. I understand, officer. Yeah. Yeah, I'm with you. C'est ça. Comprends-tu? Est-ce que, à travers justement ces années-là où tu essaies de remettre, de faire carte blanche ou patte blanche dans tes activités, tu me disais que ta consommation continuait de te hanter. Là, Oui, je travaillais dans des restaurants, puis quand je finissais de travailler à minuit ou 1h du matin, j'allais dépenser mon argent accumulé. J'étais dans un bon restaurant très payant, mais je rentrais à la maison après le lever du soleil avec plus une scène dans mes poches. Hein, puis j'ai un problème de consommation, là, mais je ne vais pas te réaliser ça. J'ai toujours une blonde à la maison, mais là, pauvre elle, pas trop patiente, là, c'est difficile. J'ai promis de changer. Je me suis trouvé une job de jour. Je suis rentré dans un bureau de commerce international. Puis, mais j'ai un problème de consommation. Puis j'ai des chums qui viennent de temps en temps me taquiner en disant « Look what I brought », tu sais. Puis là, écoute, je viens fou, puis je disparais, puis c'est la catastrophe. Mais dans ce temps-là, je ne vais pas dire que j'ai un problème. Je vais dire que c'est compliqué, puis tu sais, quand tu es dans ce phénomène de consommation-là, la mauvaise énergie que tu dégages attire des gens qui se nourrissent de cette mauvaise énergie. Absolument. On s'entoure de ça, puis ils viennent autour de toi. Puis, on est plus malchanceux qu'on est là-dedans. C'est ça. Alors, tant que tu consommes, t'attires ça. Ils sont là, les filles, c'est pas des bonnes filles, les gars, c'est pas des bons gars. C'est une catastrophe. Puis tu réalises pas ça. Puis à un moment donné, je me suis levé un midi, un lendemain de brosse. Là, puis là, je me suis parti en affaires avec un associé, commerce de café, je sais pas quoi. Ça fonctionne, plus ou moins. L'argent rentre, mais je me souviens, une fois, il rentre 4000 $. Écoute, j'ai passé 48 heures sur la brosse avec des guidounes. Je veux dire, j'ai flambé mon 4000. Là. Je veux dire, mais j'en ai besoin. Il faut que je paye mon loyer. L'argent du loyer était dedans, etc., etc., etc. Bon. Un matin, je me suis réveillé, puis je me suis dit, j'ai eu un flash, une conscience, une illumination. Okay? Ça me disait dans ma tête, parce que j'ai souvent conversé dans ma tête. Hein, je me souviens, je vais te faire un parallèle, je me souviens des îles des Caraïbes en retournant vers l'Europe. Le vol arrête à Nassau. Oui. Il fait Jamaïque, Bahamas, Londres. Puis de Londres, après ça, je pouvais aller en Espagne. Je ne passe pas par les États-Unis, mais je ne peux pas aller aux États-Unis. Okay? Là, je suis dans l'avion. On quitte. Puis là, ils disent, il y a un petit problème mécanique. On va changer un petit morceau à Nassau. C'est des réacteurs. Là, je me dis, c'est pas vrai. Puis je pense à The French Connection. Là. Le gars, il s'est sauvé au Mexique pendant longtemps. Là, puis une journée, il a pris un vol justement pour Londres. Là, puis ils l'ont fait atterrir l'avion à Miami. Ils sont rentrés dans l'avion, ils sont venus le chercher. Puis ils l'ont mis en dedans, mais il est encore là. Oui. Okay? Puis là, je dis, ils font pas ça pour moi, c'est pas possible. Tu sais? Puis là, ils disent, on continue à s'envoler. Puis ils disent, finalement, le morceau, on ne l'a pas à Nassau, on va arrêter à Miami. Miami. Ping, 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 Ben, ping, je suis faite, moi. Je veux dire, je débarque de l'avion, puis c'est fini. Là, je regarde en l'air, tu sais, puis je dis, tu peux pas faire ça, c'est pas vrai, tu sais. Et ça me répond. Ça dit, t'as confiance en moi? Et je dis, oui. Mais il dit, t'as juste à sortir le premier. J'étais en première classe. Oui. Puis là, je croirais en n'importe qui me dit que c'est correct, tu sais. Je veux dire, mais là, je suis tout seul dans ma tête, là. Je sors le deuxième. Il y a un couple avant moi. Le couple, le papier, regarde dans l'ordinateur, tout. Moi, j'arrive avec mon passeport canadien, puis le gars dit « Good day, sir ». Il m'a jamais vu, ce gars-là. Puis là, je suis de l'autre bord de ça, là, puis je me dis « Hein? » Puis ça me répond « I told you so ». Okay? Incroyable. Alors, oui. Alors, à un moment donné, je me suis réveillé un midi comme ça, puis ça me dit « Là, c'est le temps, là. Ou tu continues de consommer puis t'en meurs, ou tu choisis de réaliser tes rêves. » Fait que c'est aujourd'hui que tu décides. Je me suis dit, bon, d'accord. Je sais pas comment. De même, il n'y a pas plus ou moins de choses qui arrivent. Il n'y a pas la menace du départ d'une amoureuse. Non. Ça, j'ai tout vécu ça, ça n'a rien donné. Non, for sure. Non, c'est vraiment une conversation avec ce qu'aujourd'hui je peux appeler ma puissance supérieure qui me dit, regarde là, aujourd'hui, là, croisé de chemin, ou tu fais le party until you drop,
ou tu fais ce que tu veux faire. Moi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, j'avais un rêve que j'avais ressenti à l'intérieur de moi qui me disait, tu vas guider les gens, tu vas montrer aux gens comment faire. Je me voyais gourou en haut de la montagne, habillé d'une toche blanche, avec toutes sortes de disciples féminins La autour de reine. moi, oui, qui sont prêts à satisfaire tous mes besoins. Là. Non, mais c'est véritablement, c'est ça que je voyais. Et aujourd'hui, je te dirais, je suis reconnu, je vais en Afrique pour former des formateurs en commerce international. J'ai écrit 14 livres en commerce international, en anglais, en français, en arabe. Je ne peux même pas le lire. Je veux dire, je fais ça. Mais cette journée-là, cette immunation, ça disait, où tu vas réaliser ça, ou tu vas sombrer sur un plancher de danse avec les narines blanches. You choose. Puis cette journée-là, je suis tombé sur une amie qui m'a amené faire un meeting à Camp d'Espoir. Puis je suis arrivé là et je suis resté là. Et vendredi, le 19, ça fera 25 ans. Je prends mon jeton de 24 ans, mais ça va faire 25 ans. Tu vas entamer ta 25e année cette semaine. Oui, monsieur. Vendredi. Sans avoir jamais regardé en arrière de ce matin-là où ce que la vie t'offrait, cette espèce de fourche-là. Là. Non, je n'irai pas jusque-là. Il y a eu des moments ambivalents où me disait, pendant des années, ma tête le soir, quand je me couchais, retournait dans ces périodes de consommation-là pour me conforter avant de m'endormir. Je pouvais être couché à côté. Puis quand j'ai fait ça, quand je suis allé à ce meeting-là, le mois suivant, j'ai rencontré Isabelle, qui est mon épouse aujourd'hui. Mm-hmm. On a 25 ans ensemble, 2 enfants, une hypothèque, l'autre dette qui vient avec. Là. Mais puis je l'ai rencontré, je me disais, j'étais même comme un chicot, je ne sais pas ce qu'elle me trouvait. Là. Oui, ce qu'elle me trouvait, c'était la résilience. Ça, cette qualité-là. OK? De pas baisser les bras, puis est-ce qu'elle a vu ça? On est toujours là. Mais pendant des années, je pouvais être couché à côté d'elle, puis au lieu de m'endormir ou me réveiller la nuit, puis aller dans l'obsession et la compulsion de ces années de consommation. Puis c'était ma panacée pour m'endormir. Ça passait par une branlette avant que je puisse dormir. J'étais incapable. Je suis libéré de ça aujourd'hui. Mais ça a pris des années et des années de me libérer de ça. Vraiment. Et est-ce que tu avais... Parce que là, il y avait un bagage, évidemment, de l'entourage, de la fraternité. Parce que là, tu venais de te trouver une nouvelle fraternité. Comment l'ancienne a réagi à ça? Ils sont revenus à la charge à quelques reprises, puis je leur ai exprimé clairement que j'avais terminé mon service. Ta carrière était... Puis il a fallu à un moment donné que je sois clair et drastique. Don't ever call me again. Okay. C'est pas tranquille. Puis dans mes autres amis là-dedans aussi, la même chose. À un moment donné, j'en ai un, je l'ai appelé, j'ai dit, viens plus jamais chez moi. Je veux dire, c'était mon chum, là. On était proches, là. On a fait les 400 coups. On était ensemble, on riait, on avait du plaisir. C'était vraiment le fun. J'avais une belle confiance en lui. Puis j'ai dit, moi, je ne peux pas t'avoir proche de moi. Je ne peux pas. Parce que si tu es proche de moi, je vais retourner. Oui, c'est ça. Je vais retourner. Je sais exactement où ça me mène. Il portait la fête, lui. Puis je ne veux pas y aller. Je ne veux plus y aller. Puis je te dirais, aujourd'hui, puis c'est peut-être un peu un point de conclusion, je viens d'une famille désordonnée, à l'envers. J'ai fait un premier enfant dans la consommation. Je lui ai légué la merde que mon père et ma mère m'ont léguée. J'ai essayé de réparer ça là, autant que je peux, là, mais c'est un alcoolique. Il y a de la violence. Il est malheureux. Il est gros parce qu'il est malheureux. Okay? C'est triste. Okay? Je l'accueille là-dedans, autant que faire se peut. Je lui ai demandé de me pardonner ce que je lui ai légué. On a discuté de ça. Je l'ai invité à venir faire du meeting. Il trouve que c'était inutile, qu'il n'en a pas besoin. Peut-être qu'un jour, il sera mieux pour ça. Par contre, avec Isabelle, on en a fait 2. Ce sont des enfants qu'on a désirés, qu'on a voulu, puis qu'on élève ensemble. C'est pas du tout la même dynamique. Là, c'est une période présentement qui, dans mon travail, est un peu complexe et difficile, qui a son lot de moments de doute, n'est-ce pas? Où j'ai demandé il y a 2 ans qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis il m'a dirigé dans cette direction-là. Puis il y a des moments où je me dis, est-ce que j'ai bien fait, ça n'a pas de bon sens, etc. Plus exigeant parce que c'est plus demandant ou parce que tu es plus absent ou c'est un mélange de tout ça? Parce que j'ai mis tout ce que j'avais dedans. OK.
Puis il n'y a pas de fin encore à ça. Puis, Donc, ça a son lot de stress, sans son oh lot de mon Dieu. tension, c'est Là, ça. dans ce temps-là, ma fille vient me voir, puis elle me prend dans ses bras, puis papa, t'as besoin d'un câlin. Puis elle vient se mettre la tête sur ma poitrine, puis elle reste là, comme ça. Mais ça, moi, j'avais pas ça quand j'étais petit. Mhm. Moi, je donnais pas ça quand j'étais jeune. Exactement. Donc, OK? c'est ça. Tu Fait que offres maintenant un. les enfants du verso dont je te parlais tout à l'heure, Oui, j'ai appris à réparer cette boucle-là. J'ai arrêté de léguer la marde familiale qu'on a de génération en génération, puis j'ai créé une nouvelle dynamique. Puis ça, je peux pas avoir créé ça par moi-même. J'ai créé ça parce que j'ai véritablement une fraternité, parce que pendant 25 ans, j'ai fait du meeting. Pendant 25 ans, j'ai fait des étapes. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec des parrains. Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec des filleuls. Puis pendant 25 ans, je me suis, à période plus ou moins, des fois forte, impliqué beaucoup, des fois moins, des fois pas, parce que ça varie. absolument. Mais ça m'a permis de me rendre jusque-là, avec une dynamique familiale, à mon avis, saine, une certaine satisfaction. Ça n'enlève pas qu'il y a des journées faciles, puis il y a des journées difficiles. Et c'est Oui. le lot de la vie. Il y a pas de. C'est comme ça. Et je te dirais que quand j'ai écouté cette voix qui m'a dit tu t'en vas à droite ou tu t'en vas à gauche, là, puis j'ai pris la décision d'aller dans l'autre sens, je ne savais pas ce que ça représentait comme challenge, mais je regrette aucune de ces minutes-là. Comme je ne regrette pas non plus toute la déconfiture avant, parce que ça m'a emmené dans une salle de meeting. Absolument. Puis ça m'a fait rencontrer une fraternité de gens qui sont là avec moi, pour moi, puis qui me permettent Mais comme tu m'as décrit aussi que de, de ces expériences-là, tu as acquis des choses qui te servent aujourd'hui. non seulement à moi, mais à mon entourage. Je suis apprécié pour ça. On me le dit. Puis tu n'es pas obligé de dire d'où ça vient. Là. Je veux dire, cette expérience-là, c'est une Non, expérience que non. tu as, puis que Puis je te dirais que mon épouse m'a demandé au début de notre relation, j'aimerais qu'on n'en parle pas, mon chéri, s'il vous plaît. Mhm. Je veux pas. Je veux pas le savoir. Puis je veux pas que tu en parles. Je veux pas que tu racontes ça à ma famille. Je veux juste pas. OK? Ça, c'est derrière. Nous, on construit maintenant. Puis on est rendu là. Ce qui est sage aussi. Elle est d'une sagesse. Des fois, je me tourne la tête en bourrique. Là. Je ne sais plus quoi faire. Là. Je suis tout coincé. Puis à un moment donné, je dis ah, chérie, je ne sais pas trop, etc. Puis elle va me dire mon chéri, c'est tellement simple. Regarde, 1, 2, 3, hop, Et voilà, c'est réglé. c'est tout. Ah mon, je suis là. Moi, ça fait des semaines que je me tourne la tête pour essayer de trouver une solution. Qu'est-ce que tu voudrais, Carl? Je t'en parlais un peu avant de commencer l'enregistrement, que c'était pas autant pour. Puis tant mieux si ça arrive. Là. Tant mieux si quelqu'un qui nous écoute maintenant, c'est quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'il va faire avec son problème, qui s'identifie aux différentes émotions que tu as véhiculées, là, dont celle de l'abandon et tout. Mais au-delà de ça, là, si tu as un garçon, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de l'heure qu'on a passée ensemble? T'sais? Écoute, moi, c'est très personnel. Okay? Chacun a une route. Moi, toutes ces années de vagabondage m'ont permis de rencontrer un groupe qui m'a donné un programme de vie qui a changé ma vie. Moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Mais je suggère à personne d'aller consommer pour entrer dans un CA, un AA, un NA ou un n'importe quoi, un SA, sexuel, Oui, sexaholique anonyme. J'ai fait ça aussi, j'ai tout fait. C'est pas nécessaire. Mais moi, le programme de vie qu'on m'a enseigné là m'a permis de me construire sur des nouvelles bases solides, puis qui me permettent à moi de vivre en harmonie autant que faire se peut, avec moi-même en premier lieu, puis les gens autour de moi, et que je suis chanceux. Et que je suis chanceux. Parce que si je revenais où j'étais avant, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire là. absolument. Puis, j'aurais pas l'ouverture, j'aurais pas le... je vais te dire ce qui m'anime aujourd'hui. Quand je termine un programme de formation des formateurs en commerce international, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, les gens viennent me voir. Ils me prennent dans leurs bras, puis ils me remercient.
ils me remercient d'être venu les guider puis les aider puis leur montrer comment faire. Et là, je réalise sincèrement que ma véritable mission, c'est celle-là. C'était pas vendre la dope, là. C'est celle-là. Puis ma vraie paye, là, c'est celle-là. Quand ils me prennent dans leurs bras puis qu'ils me disent « Merci, j'ai fait un programme à un moment donné au Kosovo, de toutes les places. » Puis le président des chambres de commerce du sud du pays, il est venu me prendre les mains, là, puis il dit « Ça fait 35 ans que je suis ici puis que je vois des gens des pays du Nord venir nous montrer comment faire. Là. Il dit, j'en ai jamais vu un travailler comme toi. » Puis il commence à brailler. C'est un vieux monsieur, là, 70 ans. Hein. Puis il est émotif. Puis il te remercie, mais du fond du cœur, parce que tu as fait bouger quelque chose. Puis c'est humblement bouger quelque chose. Je n'ai pas fait la révolution dans le pays. Mais tu as aidé. Clair. OK? Moi, ma paye est là. Mais je ne serais même pas capable d'apprécier une paye comme celle-là si j'étais dans mes anciennes façons de vivre. Tandis que là, quand je fais ça, tout ce que je peux faire, c'est humblement dire merci, mon Dieu. Je termine avec ça. Dans un programme que je viens de finir au Ghana, j'ai été remercié de cette manière-là, avec autant d'émotions, puis avec le groupe que j'ai formé. Puis j'ai le responsable d'une organisation internationale qui me chapeaute, qui était là pour voir comment ça fonctionne. Puis quand ça a été terminé, je me suis retourné vers lui. J'ai dit, là, je vais aller dans ma chambre, je vais aller prendre une douche d'humilité, puis je vais venir vous voir dans une heure. Bien sûr. Puis, mais véritablement, c'était ça, parce que c'était énorme ce qu'on m'a offert. Presque trop, tu sais, ça doit être même difficile Non, mais il faut que je sois capable de le prendre avec gratitude. Je le mérite. Oui. C'est à moi. Mais il faut que tu le digères. Merci, mais je vais aller prendre une douche de gratitude, là, puis d'humilité, puis je vais revenir dans une heure. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai pris une douche, j'ai fait une sieste, puis je me suis habillé, puis je suis descendu en bas. Puis je pense que la personne, elle a apprécié, plutôt que je me retourne en disant « Si, I'm the best ». Ouais. Affaire comme ça. J'ai appris ça. Je pense que ça fait de moi une personne plus agréable. Tiens, je vais terminer avec ça aujourd'hui. J'ai des stagiaires qui travaillent ici avec moi. Ce sont des Européens, des Français. Leur stage se termine à la fin de l'été. Il y en a un des 3 qui est venu me trouver aujourd'hui en disant « On a tellement de fun à faire ça avec vous. Là. Vous nous montrez tellement d'affaires extraordinaires. Vous nous donnez des responsabilités. On aimerait ça rester chez vous, pour vous, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'on peut? » Ouais, ça. Parce que je leur montre comment faire. Généreusement. Voilà. Carl, merci énormément. On s'est croisés souvent. D'avoir accepté de prendre cette invitation-là au vol. Ma gratitude, ma reconnaissance du temps que les gens m'accordent, moi, c'est... tu parlais de la paye, là, moi, ça, c'est ça, ma paye. Que de belles histoires. C'est un exercice incroyable. J'arrête pas de dire la même chose. Ça fait 16 fois que je dis que c'est un exercice incroyable, puis que je suis content, puis que j'ai de la gratitude, puis je suis reconnaissant de la générosité des gens, mais ça me remplit et... ouais. Je te remercie énormément, Carl, pour ton temps. Puis je te souhaite longue vie dans tout ça, dans tout ce que tu entreprends, dans ces belles aventures-là que tu m'as décrites un peu tantôt, puis que tu as parlé avec les gens aujourd'hui. Merci de te déplacer, Alex. Ça me fait plaisir de contribuer. Merci, Carl. À la prochaine.